Il faut être réaliste. Quand il y a un coup d'État, pensez-vous qu'il faut aller faire la guerre pour rétablir la personne qui a perdu le pouvoir? Mais certains l'ont pensé, certains vont... Bien sûr, c'est pourquoi nous disons non. C'est pourquoi au Togo, nous disons non, nous ne sommes pas pour la guerre. D'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Les chefs d'État ont marqué un accord donc pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Vous avez écouté encore le ministre des Affaires étrangères du Togo. Est-ce qu'il faut envoyer des forces armées afin d'aller réinstaller un président dit démocratiquement élu, comme dans le cas de Bazoum au Niger? Le Togo a dit non. Par contre, Alassane Ouattara lui-même, qui est en train de faire un troisième mandat, avait mis sur pied un bataillon pour aller, ma foi, selon lui, réinstaller Bazoum. Il faut être logique, il faut être pragmatique. La CEDEAO n'a jamais été crédible. La CEDEAO, on a vu dans le cas du Sénégal, les velléités de Macky Sall de vouloir faire un troisième mandat. La CEDEAO est restée silencieuse comme une, n'est-ce pas, comme, comment dirais-je, une carpe. Mieux, la CEDEAO, on a vu dans l'espace de prise de position. Quand l'opposition sénégalaise subissait les assauts des nervis et également des bras sécuritaires de Macky Sall, la CEDEAO est restée silencieuse. On a vu dans le cas espèce de la Guinée, qu'Alpha Condé a voulu faire un troisième mandat. La CEDEAO est restée silencieuse. On a vu des centaines de morts, des centaines de jeunes qui ont été fauchés par les balles assassines. Et M. Alpha Condé est passé avec son troisième mandat. En Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, Rébelote. Alassane Ouattara décide de faire un troisième mandat. La CEDEAO est restée silencieuse. Oui, parce que pour eux, quand des civils sont au pouvoir et s'arrogent le droit de tripoter les constitutions et de conserver le pouvoir d'État et de faire le troisième, le quatrième, le cinquième mandat et avec sur le sang du peuple, la CEDEAO reste silencieuse. Mais par contre, quand il y a des coups d'État, sans effusion de sang, comme ça s'est passé au Burkina, au Mali et au Niger, la CEDEAO décide de mettre en place des forces armées, d'aller, selon eux, surtout des présidents mal élus. Quand tu regardes le président Alassane Ouattara, président du RADP, pardon, le chef de l'État de Côte d'Ivoire, quand vous regardez comment ce monsieur est arrivé au pouvoir, dans les conditions calamiteuses que tout le monde connaît, quand vous regardez également comment ça s'est passé en 2020 avec M. Ouattara qui a fait un troisième mandat anticonstitutionnel. M. Ouattara n'a pas été retoqué par la CEDEAO. Oui, M. Ouattara n'a pas été retoqué par la CEDEAO. Non, non, non. M. Ouattara l'a rempli pour un troisième mandat. Et là, nous sommes en 2025. Le bon monsieur décide encore de vouloir faire un quatrième mandat. Mais la CEDEAO ne parle pas. Mais vous avez vu, ils ont même mis l'embargo sur le Niger. Parce que selon eux, ceux qui ont pris le pouvoir n'ont pas légitimité à prendre le pouvoir. La CEDEAO, par contre, au Niger, il y a eu 0 mort quand il y a eu le renversement de Bazoum. Mais en Côte d'Ivoire, quand Alassane Ouattara a voulu remplir pour un troisième mandat, il y a eu près de 100 morts. Et même il y a un jeune Toussaint Kofi qui fut décapité par les partisans d'Alassane Ouattara. La CEDEAO n'a pas dénoncé, n'a pas condamné, n'a pas mis la force en attente, en action, afin de pouvoir aller déloger Alassane Ouattara. C'est M. Ouattara qui décide d'être dans le peloton, comment dirais-je, d'expédition, pour aller, n'est-ce pas, réinstaurer la démocratie selon lui au Niger. Alors, nous saluons cette posture du Togo. Même si certains ont, n'est-ce pas, des questionnements sur le pouvoir, comment dirais-je, au Togo, sur les droits de l'homme, mais nous parlons de ce qui est factuel et de ce qui est là dans les cas espèces du Niger. On écoute ici le ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Doucet. Merci beaucoup à vous. Est-ce que vous répondez à ceux qui disent clairement que vous avez soutenu les coups d'État au sein le Togo n'a aucun intérêt à soutenir un coup d'État. Parce qu'il dit, beaucoup le disent, non, ils ont le savez, Robert Doucet. Vos positions, vous avez été contre les sanctions, oui. Vous l'avez clairement signifié. Nous sommes contre les sanctions parce que c'est le bon sens qui fait que nous sommes contre les sanctions. Nous sommes tous contre le coup d'État. Personne ne peut accepter un coup d'État et je suis le premier à le dire. Vous venez m'interviewer ici, à Lomé, au Togo, parce que je suis le ministre des Affaires étrangères. Si d'ici ce soir ou demain, on vous dit qu'il y a un coup d'État, alors je ne suis plus ministre. Donc je serai victime d'un coup d'État. Aucun homme politique sérieux ne peut accepter un coup d'État. Donc nous sommes
le Togo est contre les coups d'État. Mais devant certains coups d'État, il faut être pragmatique, il faut être réaliste. Quand il y a un coup d'État, pensez-vous qu'il faut aller faire la guerre pour rétablir la personne qui a perdu le pouvoir? Mais certains l'ont pensé, certains bien sûr, c'est pourquoi nous disons non. C'est pourquoi au Togo, nous disons non, nous ne sommes pas pour la guerre. Nous sommes pour la paix. Et comme je vous disais, ça nous a coûté cher, mais c'est la position claire du président de la République. Est-ce que vous n'avez pas eu peur des représailles? Parce que c'est une position assez courageuse, il faut le dire, parce que vous aviez contre vous d'autres pays, notamment des pays voisins, mais vous avez aussi certaines puissances internationales qu'on dit avoir une grande influence sur la politique africaine. Est-ce que ça ne vous a pas fait peur de vous mettre à dos les États-Unis à un moment donné, mais davantage la France? Je vous dis honnêtement, nous n'avons pas peur. On n'a jamais eu peur, c'est une conviction du président de la République, c'est une conviction même personnelle. Nous qui sommes son ministre des Affaires étrangères, c'est une conviction. Nous l'assumons, mais ce qui est plus important, c'est quoi? Ceux qui avaient dit hier que le Togo avait tort et qui critiquaient le Togo en coulisses, aujourd'hui nous ont rejoints. Et c'est ça en fait, c'est ça, c'est la finalité, ce qu'il faut faire en diplomatie. Parfois vous prenez des positions, vous avez des gens contre vous, mais quand vous saviez là où nous allons, aujourd'hui la finalité, sur toutes ces crises que nous avons traversées, elle est là. Ceux qui étaient hier, ceux qui hier n'étaient pas d'accord avec nous sont d'accord avec nous. Ils sont même parfois, ils essaient même d'aller travailler avec ceux qui le condamnaient. Ceux qui disaient hier de ne pas parler avec certains pays, ils sont partis voir ces pays. Je veux ça, c'est des vérités. Tous ces pays que vous connaissez dans la sous-région qui critiquaient le Niger, par exemple, après le coup d'État du président Bazoum. On l'a vu. Ces pays sont partis, ils vont même négocier, ils demandent même... Vous voulez parler du Nigeria, par exemple? Non, je ne cite aucun pays. Mais on a vu le Nigeria. Ils font tout pour aller discuter avec les Nigériens. Aujourd'hui, ils nous rejoignent. Ils viennent même nous voir. Ils viennent même nous voir pour faciliter les contacts avec eux et le Niger. Et c'est ce que le président de la République a fait, c'est ce que nous faisons nous-mêmes. Aujourd'hui, nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Non, en somme, le temps vous a donné raison. Le temps nous a donné raison. Et c'est ça qui est plus important. Alors, mais c'est difficile quand on prend une telle position. La finalité fait que parfois, on se dit, mais on n'avait pas eu tort de prendre cette décision. Il fallait cette voie de sagesse, de compréhension, de dialogue pour en arriver à ce résultat. C'est dit. Il fallait la voie de sagesse, de compréhension et de dialogue. Lui, le mot est lâché, sagesse. Alassane Ouattara n'a pas voulu être sage. Voilà pourquoi nous saluons cette prise de position vis-à-vis du Niger, du Togo. Parce que Alassane Ouattara qui était au sein de la CEDEAO, avec Tinubu et Patrice Talon, ont voulu obligatoirement envoyer un bataillon pour aller réinstaller les petits copains Bazoum. Ouattara qui est le plus, comment dirais-je, qui a une longévité au niveau du pouvoir, au niveau étatique, au niveau de la présidence en Côte d'Ivoire, pratiquement et déjà 15 ans, c'est lui qui devait être le sage. Mais non, M. Ouattara, il a toujours été dans une posture, comme ça, jusqu'au boutiste, va en guerre. La posture qu'a adoptée le Togo, c'est cette posture que la Côte d'Ivoire devait adopter, puisque la Côte d'Ivoire était un pays de paix, d'hospitalité. Non, Ouattara a décidé d'envoyer un bataillon. On l'écoute. À la suite de cet examen, le Conseil national de sécurité a fermement condamné cette tentative de coup d'État qui constitue une grave menace à la paix et à la sécurité dans la sous-région. En outre, le président de la République a instruit le Premier ministre chef du gouvernement à l'effet de mettre en œuvre sans délai toutes les sanctions arrêtées par la CEDEAO et l'UEMOA à l'encontre du Niger et des auteurs de la tentative de coup d'État dans ce pays. Par ailleurs, le président de la République a autorisé le chef d'état-major général des armées à se rendre à Abuja, au Nigeria, en vue de prendre part à la réunion des chefs d'état-major des armées des pays de la CEDEAO. L'objectif de cette rencontre, organisée par la commission de la CEDEAO, est d'élaborer un plan d'opération pour une éventuelle intervention militaire de la CEDEAO au Niger, visant à rétablir l'ordre constitutionnel dans ce pays. Au terme de la réunion, le président de la République a réitéré. Vous avez entendu Alassane Ouattara. Il a bien dit le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Mais dites-moi, en 2020,
M. Ouattara a fait un 3e mandat. Il est en train de le consommer. Et il va le digérer en octobre 2025. Est-ce que ce monsieur a qualité de parler de l'ordre constitutionnel, son respect? Est-ce que ce monsieur est, comment dirais-je, est bien placé pour parler, n'est-ce pas, de respect de la Constitution dans un pays de la sous-région? Pendant que lui, en Côte d'Ivoire, il a foulé aux pieds, il a piétiné la Constitution ivoirienne qui l'interdisait de faire un 3e mandat. Et maintenant, on nous dit fallacieusement que c'est un 1er mandat de la 3e République. M. Ouattara n'était pas dans un vœu pieux. Il était vraiment, comment dirais-je, dans une posture, vraiment, comment dirais-je, d'intervention au Niger. Puisque, de la parole aux actes, Alassane Ouattara a réuni son Conseil national de sécurité. Et là-bas, ils ont acté le déploiement des troupes ivoiriennes au Niger. On écoute cette vidéo. Les putschistes de rendre le pouvoir au président démocratiquement élu, la CEDEAO, les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Les chefs d'État ont marqué un accord donc pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération, si elle doit... Dans cette vidéo qu'on vient d'écouter du ministre des Affaires étrangères et la compilation des vidéos que ce département nous a servi aujourd'hui, nous comprenons tout de suite que le Togo est en train de se désolidariser de toutes les actions qu'Alassane Ouattara a posées pour déstabiliser le Niger. Le ministre des Affaires étrangères togolais nous explique clairement que pour le président Faure Gnassingbé du Togo, il est inadmissible de régler un problème de coup d'État par la violence. Et pourtant, je m'en souviens comme si c'était hier, car j'ai tellement multiplié des vidéos là-dessus. La sortie d'Alassane Ouattara demandant une intervention rapide et militaire au Niger. Il avait clairement dit que lui, il avait déjà préparé un bataillon qui devait descendre sur le terrain pour combattre et que les moyens financiers avaient été mis en jeu. Il avait déjà mis son chef d'état-major en jeu, c'est-à-dire lui avait déjà donné toutes les directives pour aller attaquer le pays d'autrui, tout simplement parce qu'un de ses amis avait été retiré au pouvoir. Je ne sais pas comment Ouattara se sent aujourd'hui. Je ne sais pas s'il arrive à se remettre en question par rapport à tout ce genre d'attitude. Ou alors s'il continue à croire qu'il avait peut-être raison. Il est président de la République. Il est président d'un pays. Et d'un pays africain surtout. Il devrait être celui-même qui est censé savoir que tous les pays africains sont des pays frères. Alors ce n'est pas la meilleure manière de vouloir faire un coup d'État, de vouloir déstabiliser un pays quand il y a un coup d'État là-bas. Proposer des solutions par la voie légale, par la négociation, mais pas les coups d'État, ne menacez pas. Ouattara a essayé par tous les moyens. Et c'est quand tu comprends le ministre des Affaires étrangères que tu comprends que bien évidemment, c'est parce que même dans la CEDEAO, il y avait ceux qui n'étaient pas d'accord. Même si on avait déjà ce sentiment que le Togo n'était pas d'accord, aujourd'hui, tout ceci a le mérite d'être expliqué par le ministre des Affaires étrangères. Mais aussi par cette compilation de petites vidéos, on se rend compte que Alassane Ouattara n'était pas là pour jouer. La politique doit changer. Non seulement nous reprochons ce comportement à Alassane Ouattara, mais nous le reprochons à tous les présidents qui continuent à se comporter comme des marionnettes, surtout quand ce sont des hommes aussi âgés et vieux. Quand vous avez 80 ans, 70 ans, 90 ans, et que vous continuez à vous comporter comme ça, comme des enfants, vous avez encore quoi à perdre, c'est papa. Vous avez tout eu dans votre vie, l'argent, la richesse, la gloire, le pouvoir, tout. Pourquoi vous continuez encore à payer aussi cher pour que vos peuples continuent à souffrir? Quand un monsieur comme Alassane Ouattara n'est pas capable de se mettre du côté du peuple, quelle est cette logique? La logique est de penser à son pouvoir. Il faut qu'on empêche cela. Alors même s'il faut tuer, on doit tuer pour empêcher cela. Mais Ouattara a eu la chance que le peuple de Côte d'Ivoire est un peuple vraiment démocrate. Dans certains peuples déterminés, tu aurais perdu le pouvoir juste parce que tu aurais déclaré la guerre à un autre pays pour une raison aussi bidon. Mais en Côte d'Ivoire, c'est passé, on a commenté, on en a rigolé et tu es encore au pouvoir. Ce qui pousse ce monsieur à continuer à faire ce qu'il veut. Mais ça doit changer. Non seulement pour Ouattara, je dis, mais pour tous les présidents qui continuent à se comporter de la sorte.